Bonjour et bienvenue dans l'émission Sans transition. Nous sommes sur le domaine du Ménez-Meur, dans le parc naturel régional d'Armorique, à l'occasion de la journée de l'environnement organisée par le conseil départemental du Finistère. Pour cette table ronde, pour cette émission, nous allons parler climat, avec 1 degré de plus en Bretagne qu'il y a 30 ans et avec une modification du trait de côte, il est évident que le territoire est soumis au dérèglement climatique dès aujourd'hui. Pour parler de ce sujet avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Héniel, directeur de l'Agence locale de l'énergie du pays Centre-Ouest Bretagne, Jean-Luc Barada, gérant de la SAS 450 et compte CO2, Anne-Laure Chiquet, qui est chef du projet Westgo covoiturage au conseil départemental, et enfin Alain Hénaf, géomorphologue et maître de conférence à l'UBO. On les retrouve tout de suite. Donc on va commencer par un premier tour de table. Je vous laisse vous présenter. Vous avez un micro. Allez-y, je vous en prie, Benoît Héniel. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je représente l'ALECOP, c'est l'agence locale de l'énergie du Centre-Ouest Bretagne. Et donc une agence locale de l'énergie, donc on a un statut associatif, c'est un outil qui est mis en œuvre par un territoire. Nous, on a été mis en place avec l'aide de l'ADEME pour accélérer la transition énergétique locale. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil aussi et d'être un espace d'échange entre les différents acteurs du territoire autour de cette transition énergétique. L'idée de cet outil, c'est l'accompagnement des acteurs, c'est pas faire à la place d'eux, mais c'est faire avec et faire en sorte d'émerger les initiatives, faciliter l'émergence des initiatives et puis aussi les accompagner si nécessaire. Et donc on n'est pas tout seul dans le Finistère, il y a d'autres agences locales de l'énergie, il y en a une à Morlaix qui s'appelle EOL et puis une autre sur le pays de Brest qui s'appelle Énergence, voilà pour nos petits copains. Et donc, on développe des missions sur les territoires, je vais schématiser, mais en gros d'accompagnement des publics, des habitants du territoire. Donc, on appelle ça l'espace info-énergie, c'est le conseil pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une information sur comment réduire mes consommations d'énergie chez moi, vers quel dispositif je peux me tourner. Et puis on accompagne aussi les collectivités pour les aider concrètement à réduire leur consommation d'énergie sur leur patrimoine, sur leur mairie, leurs salles polyvalentes, leur école, et puis pourquoi pas aussi à se reporter sur des énergies autres que fossiles, à se reporter sur du renouvelable et des énergies locales qui favorisent aussi le développement économique aussi des territoires. Des énergies locales et non génératrices de gaz à effet de serre. Jean-Luc Barada, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, donc Jean-Luc Barada, moi je m'occupe du compte CO2 et donc j'ai une casquette qui n'est pas du tout une casquette énergie, qui est un discours qui date des années 74 et qui n'est plus du tout adapté à l'enjeu qu'on vient de voir là, à l'instant, et donc j'ai une casquette climatique et nous ce qui nous intéresse c'est de compter nos émissions de CO2 et en les comptant chaque année on peut aussi compter les réductions d'émissions de CO2. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit déjà que toutes les énergies n'ont pas le même contenu carbone. Donc, il y a des énergies qu'on peut utiliser, qu'on pourrait même utiliser encore plus parce que plus on consomme d'énergie, plus on peut faire croître le PIB et éventuellement réduire la pauvreté. Et donc, nous, notre projet, c'est d'inciter et de proposer à chacun d'entre nous de pouvoir compter ses émissions, de pouvoir observer et de compter les réductions, de trouver des mécanismes pour les réduire. Et une fois qu'on les réduit, on va essayer de valoriser ces réductions d'émissions de CO2, et c'est ça qui est très intéressant. Et donc, on va valoriser les émissions de CO2 en proposant à chacun de pouvoir les utiliser et de payer des produits et des services avec ces réductions d'émissions de CO2. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir proposer et pousser cette logique encore plus loin et de proposer à nos services des impôts de payer une petite partie de nos impôts avec nos réductions d'émissions de CO2, avec un taux qui serait fixé, un taux qui convertirait la valeur de la réduction d'émissions de CO2 en euros par un truc qui s'appelle la valeur de la taxe carbone. Et donc ça nous permettrait d'enfiler des gilets verts pour militer, pour qu'on augmente ce prix-là, pour qu'on puisse payer plus de nos impôts avec nos réductions d'émissions de CO2. Une autre vision aussi de la taxe CO2, de la taxe carbone, directement accessible aux ménages, aux entreprises et aux collectivités.
Anne-Laure Chiquet, vous travaillez donc au conseil départemental. Vous travaillez sur la mobilité et le projet WestGo. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Oui, donc le département, en tant qu'acteur de la mobilité, doit répondre effectivement à cet enjeu de répondre à la nécessité d'accéder aux services, à l'emploi, tout en réduisant effectivement les gaz à effet de serre. Et en termes de mobilité, on s'aperçoit qu'il y a un énorme potentiel en fait, d'action par rapport à la réduction de l'impact. On sait par exemple que le taux moyen d'occupation d'une voiture chaque matin sur le trajet domicile-travail est de 1,08. Parallèlement à ça, une personne sur deux en situation d'insertion déclare avoir dû refuser un emploi, un stage, une formation pour un problème de mobilité. Et 40% des employeurs déclarent avoir des difficultés à recruter pour cette même question. On sait aussi que 50% des déplacements à vélo, des déplacements quotidiens font moins de 5 km et pour autant 3% seulement des usagers utilisent le vélo. Donc par rapport à ça, on a effectivement l'action pour aller développer les modes actifs, donc le vélo, et puis d'utiliser ce potentiel finalement de places disponibles quotidiennement dans les véhicules pour diminuer effectivement l'impact de la circulation par rapport à l'émission des gaz à effet de serre. Donc c'est tout l'enjeu du projet WestGo, parce qu'on sait que finalement pour faire changer le comportement, il faut différents outils. Donc WestGo, c'est une plateforme de mise en relation des usagers entre eux pour le covoiturage. Mais il faut également adapter les infrastructures routières, les aires de covoiturage, éventuellement réserver des voies de circulation pour les usagers du covoiturage, assurer une communication pour faire connaître, et puis surtout accompagner les gens au changement. Et donc c'est l'intérêt du projet WestGo, c'est qu'il permet justement de développer ces outils d'accompagnement ciblés par les collectivités auprès de leur territoire, auprès des associations, des employeurs. Donc je rappelle rapidement, le transport est quand même le premier émetteur de gaz à effet de serre, et à l'intérieur du transport, le transport routier représente plus de 95% des émissions. Donc le levier est considérable. Alain Hénaf, vous êtes scientifique. Je vous laisse vous présenter également et présenter votre travail donc sur... S'il ne marche pas, prenez l'autre. Votre travail sur le climat et surtout sur la côte, puisque le Finistère est un département largement tourné vers la mer avec 1200 km de côte, même si aujourd'hui on est dans les monts d'Arrée. Bien, bonjour à tous et merci de l'invitation en tout cas pour cette journée. Et donc moi je suis géomorphologue, géomorphologue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe sur la Terre en termes de mise en place de modelés et de relief sur cette Terre, et en particulier ce qui nous intéresse, ce sont les littoraux, comment ils se forment, comment ils évoluent et qu'est-ce qu'ils deviendront éventuellement sur la planète. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, on est intéressé vivement parce que c'est une des clés de compréhension de ces littoraux, de savoir de quelle manière le climat va évoluer, certes, mais aussi comment il a évolué auparavant et comment il évolue actuellement, bien entendu. C'est une des clés, c'est pas la seule, c'est l'une des clés. Et la deuxième clé étant comment on utilise ces territoires littoraux sur lesquels l'homme s'est implanté depuis de longues décennies, on va dire même de plusieurs centaines d'années, voire millénaires, et continue de s'y installer de manière très importante. Donc au sein du laboratoire dans lequel je travaille, qui est le laboratoire littoral, environnement, télédétection géomatique, qui est localisé à l'IUM, donc l'Institut universitaire européen de la mer à Plouzané, donc qui fait partie de l'UBO en fait, eh bien on essaie de travailler sur ces aspects-là avec un angle de vue qui a été pris depuis plusieurs années maintenant, qui est d'essayer de comprendre ce qui relève de la vulnérabilité des territoires côtiers, ce qui englobe à la fois les processus physiques, bien entendu, de ces évolutions sur le littoral, mais également toutes les dynamiques anthropiques, tout ce que fait l'homme sur le milieu, et qui contribue donc à vulnérabiliser ces territoires, notamment vis-à-vis du changement climatique, mais pas que, parce que c'est une composante, mais qui sans doute n'est pas la seule qui amène à cette vulnérabilité. Face à ces conséquences du réchauffement climatique, peut-être que donc aujourd'hui il faut commencer à s'adapter, et ça je crois que tous les experts, tous les scientifiques le disent,
Mais d'abord, la question est celle du diagnostic. Comment est-ce qu'on mesure à la fois nos émissions de gaz à effet de serre avant de pouvoir trouver des solutions? Je me tourne vers vous, Jean-Luc Barada, vous travaillez spécifiquement là-dessus. D'abord, mesurer les émissions de gaz à effet de serre, et donc spécifiquement pour vous du CO2. Comment est-ce que vous travaillez? Vous avez mis des dispositions à disposition des entreprises, des collectivités, du particulier même? Absolument. Alors, nous comptons les émissions de CO2 sur un périmètre qui est restreint, qui est celui du bâtiment plus des transports. Et donc le bâtiment, deuxième... bâtiment plus transport... Second émetteur de gaz à effet de serre. Et bâtiment plus transport, c'est la moitié des émissions de CO2 de la France. Et de façon encore plus importante, ce sont des émissions qui sont en hausse depuis 1990. Et donc il y a une grande quantité de politiques publiques qui tendent à nous faire réduire nos émissions de CO2, et force est de constater qu'elles ne sont pas efficaces. Donc, on compte les émissions de CO2 sur le périmètre bâtiment plus transport. Et pourquoi on fait ça sur ce périmètre uniquement? Parce qu'on peut récupérer de façon très facile les consommations d'énergie. C'est-à-dire que si vous êtes chauffé au fioul, vous allez pouvoir prouver que vous consommez 2300 litres de fioul par an, puisque vous avez une facture d'achat de litres de fioul. Sur les déplacements en voiture, chaque année, votre voiture, elle est soit entretenue par un garagiste, soit tous les 2 ans, elle va au contrôle technique. Et à ce moment-là, on peut observer la variation de kilomètres et mesurer la quantité de kilomètres que vous parcourez chaque année. Et ça, c'est très intéressant parce que on fait ce qu'on appelle des mesures ex post. On va mesurer chaque année vos émissions de CO2 à partir de vos consommations d'énergie réelles. Et donc, beaucoup de gens pensent que, par exemple, en isolant leur maison, ils vont faire 20% d'économie d'énergie. Et souvent, dans la réalité, il se passe que les gens, finalement, dépensent la même quantité d'argent, par exemple 100 € par mois pour se chauffer, et utilisent ce gain énergétique pour acheter plus d'énergie et pour augmenter leur confort et passer, par exemple, de 19 degrés à 21 degrés. Ça s'appelle l'effet rebond. Et donc, ça efface tous les gains énergétiques. En mesurant de façon précise les quantités d'énergie qui sont consommées chaque année, on s'affranchit de ces problèmes-là et on peut dire aux ménages, oui, effectivement, vous avez bien réduit ou pas votre émission de CO2. Et spécifiquement dans le bâtiment, vous travaillez aussi beaucoup là-dessus, Benoît Heignel, au niveau des diagnostics aussi auprès des particuliers ou des collectivités. Tout à fait. Donc, effectivement, on fait ce suivi-là pour les collectivités. Donc, et la base de travail, effectivement, c'est l'énergie, bien sûr, qu'on traduit en CO2 et puis en euros aussi, puisqu'il faut rappeler que c'est aussi des gains significatifs pour les collectivités. Et pour les particuliers également, on a 2 types de missions, donc l'information des publics, et puis aussi on intervient aussi auprès des personnes en précarité énergétique qui ont soit du mal à payer leur facture d'énergie ou qui éprouvent des difficultés à se chauffer, qui sont dans une situation d'inconfort. Et là, on intervient, donc c'est le département du Finistère qui est à l'initiative de ce dispositif-là. On intervient chez ces ménages-là pour essayer de trouver la solution et parvenir à retrouver un peu de confort ou réduire la facture, quoi. L'enjeu, la politique d'aménagement, d'urbanisation des littoraux est extrêmement importante puisqu'elle fait intervenir de très nombreux acteurs. On va essayer d'en citer quelques-uns. Pour le logement, par exemple, Benoît Heignel, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que les acteurs puissent travailler peut-être dans une meilleure concertation, avec une meilleure pédagogie, vous en parliez aussi, Alain Hénaf, pour essayer de limiter ces impacts? Beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a l'argent, effectivement, il y a besoin de moyens pour rénover un logement, ça c'est clair. Il y a aussi la réglementation. D'ici 2020, tous les logements devront être à énergie positive, donc produire plus d'énergie que ce qu'ils en consomment. Et on devrait déjà être dans cette démarche-là. Ça peut être vrai pour les logements, ça peut être vrai pour les bâtiments publics. Aujourd'hui, toute nouvelle construction, une nouvelle construction qui est bien exposée, ne pas réfléchir aujourd'hui à intégrer du solaire photovoltaïque, c'est une aberration, quasiment. Avoir aussi mettre en place des nouveaux aménagements avec des activités aussi qui sont compatibles avec pour être en cœur de bourg.
je sais pas, un cabinet de notaire, une agence bancaire qu'on voit dans des petits bourgs et qui sont sur des zones un peu périphériques, zones d'activité, on peut considérer aussi que c'est une aberration. Enfin, donc du coup, il y a un ensemble de choses. Effectivement, il y a effectivement le financement, il y a le réglementaire, il y a aussi la coopération aussi entre acteurs. Nous, quand on visite des ménages qui sont en précarité énergétique, on va travailler effectivement beaucoup sur le logement, mais souvent sur la mobilité, on est un peu démunis parce qu'il n'y a pas de solution en face à proposer, quoi. Donc il y a c'est tout un ensemble de choses, c'est quelque chose qui est complexe. Actuellement, il y a des choses aussi qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Je pense que vous avez été tous appelés pour isoler vos combles à 1 euro. Voilà, on peut s'interroger aussi sur ces dispositifs qui certes permettent d'isoler des combles, mais parfois on n'est pas sur de la qualité. On parlait de qualité tout à l'heure. On ne va pas forcément aussi dans le bon sens. Et puis du choix des matériaux aussi, évidemment, qui ont un impact. Et de l'énergie grise, il faut aussi travailler là-dessus, sur l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer les matériaux qu'on utilise chez soi, quoi. Bien sûr. Jean-Luc Barada, dans une politique d'aménagement, d'urbanisme d'un territoire, comment est-ce que les acteurs pourraient travailler ensemble afin de limiter également l'impact sur le dérèglement climatique ? Limiter, s'adapter, que sais-je, les deux idéalement. Je ne sais pas si j'ai de solutions prêtes à l'emploi, mais je pense qu'il y a un élément qui est essentiel à prendre en compte, c'est que tous les changements sont difficiles. Pour un fumeur, d'arrêter de fumer, c'est difficile. Pour un gros comme moi, d'essayer de maigrir, c'est difficile. Et le changement climatique, c'est difficile. On a des rapports scientifiques qui sont alarmants, mais c'est pas que le changement climatique. C'est la même chose avec les néonicotinoïdes. C'est la même chose chez nous avec les algues vertes. Ici, là, il y a une BD là, qui est en vente chez Dialogue, assez intéressante sur le sujet. Le changement, c'est difficile. Et donc, il y a un moment donné... ce que mon voisin rappelait avec les primes à 1 euro, on a des politiques publiques aujourd'hui qui essentiellement incitent les chasseurs de primes à trouver la meilleure prime et les escrocs, ou en tout cas à dire tiens faites ci, et sans vraiment aller dans le fond du sujet. On n'a pas aujourd'hui de narratif collectif autour du climat. Moi je pense que c'est un enjeu majeur. Il y a une très bonne illustration de ça. La limitation sur les routes, elle est passée de 90 à 80. Ça sauve des vies, ce qui est, moi je considère un enjeu suffisant pour que ce soit une bonne raison de le faire. Et il y a eu beaucoup de gens, y compris dans les élus et les collectivités, qui ont manifesté contre ça. Il y a eu beaucoup d'évaluations sur le fait que en baissant de 10 km/h, on va perdre tant de temps de travail et donc ça coûte tant. Et rien, ni au niveau des collectivités locales, ni au niveau du département, ni au niveau du gouvernement, ni au niveau de la présidence de la République, personne n'a dit ça fait économiser tant de tonnes de CO2. Il y a quelques études de l'ADEME qui le chiffrent et autres, mais personne ne se préoccupe de ça. Donc il n'y a pas de narration collective autour du climat, et tant qu'on ne met pas ça en place, on aura du mal. Et c'est pour ça que le consentement à l'impôt, sur lequel je reviens toujours, fait partie de ce projet de vie collectif ou autre. Et je pense qu'il faut maintenant un peu sortir du cadre et trouver des solutions plus ambitieuses. Et si tout commence en Finistère, il faut qu'on écrive tous à notre directrice départementale du Finistère pour dire voilà, j'ai fait tant d'économies de CO2, maintenant acceptez ça comme paiement de mes impôts. Le climat comme entrée de toutes les politiques. Anne-Laure Chiquet, de votre côté, la mobilité, Benoît Niel en a un petit peu parlé, mais c'est essentiel également. Voilà, on le rappelait tout à l'heure, le transport routier est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses ? Alors effectivement, il faut penser la chaîne de déplacement dans toute du point de départ au point d'arrivée. Et on voit bien que la difficulté pour changer de mode, elle est souvent liée à des ruptures, en fait, soit d'itinéraires cyclables, des sentiments d'insécurité sur certains trajets. Et puis on entend bien que les choix d'urbanisation, et donc là c'est vraiment les choses qui sont ou ne sont pas pensées très en amont, les choix d'habitat et l'implantation des zones de travail, ça impacte forcément sur la manière dont les personnes vont pouvoir se déplacer ensuite. Et c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, quand on est dans le curatif.
Pour les situations existantes, mais effectivement, il faut vraiment pouvoir réussir à penser le réseau des infrastructures pour permettre en fait permettre un autre usage et pas uniquement la voiture en solo. Là-dessus, les collectivités ont un travail partenarial à mener, à la fois pour l'accès aux services, aux emplois dans les villes, et puis pour les plus périphériques, comment est-ce qu'on assure la chaîne de déplacement. Donc il faut vraiment imaginer le déplacement dans un mode multimodal. On peut très bien aller à vélo, faire 5 minutes de vélo pour rejoindre une aire de covoiturage, pour rejoindre un arrêt de transport en commun, et on voit bien que toutes les échelles de collectivité ont intérêt, ont des enjeux partagés autour de cette problématique. Donc le travailler ensemble. Et Alain Hénard, je vais vous laisser le mot de la fin pour cette table ronde. Vous avez déjà mis en place un travail coopératif avec les collectivités, avec des centres de recherche. Maintenant, vous appelez peut-être aussi l'implication des riverains. Pensez, j'ai vu ça dans vos documents, c'est quelque chose qui est extrêmement important, l'implication des parties prenantes pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors oui, avec toujours cette vision des choses qui part sur le littoral et les risques côtiers. On est vraiment sur cette optique-là. Et donc en fait, on vient de signer, alors c'est tout récent, et les actions, même si elles ont été relativement nombreuses dès cette première année, on vient de signer en partenariat avec le CEREMA, donc cet organisme public qui donc fait du conseil auprès des collectivités territoriales, et en particulier sur le littoral, ainsi qu'avec le conseil départemental du Finistère, un partenariat dans lequel en fait, on est parti sur la possibilité de voir de quelle manière on pouvait, avec les acteurs, les EPCI, le conseil départemental, les communes éventuellement, et les gestionnaires bien entendu de terrain, de quelle manière on pouvait apporter un certain nombre d'informations, d'observations, un certain nombre de conseils, alors conseils sans rentrer dans le bureau d'études évidemment, qui est un autre métier, mais sur la manière par laquelle il était possible en tout cas d'envisager donc cette gestion du littoral, cette gestion éventuellement des risques littoraux, et de quelle manière de l'information pouvait être récupérée, oui, mesurée aussi sur les territoires. Donc c'est un petit peu ça qu'il y a derrière. Alors, j'avais préparé une diapo, voilà, qui présente un petit peu tous ces éléments qui sont visés par ce partenariat, donc sensibiliser donc à ce changement environnemental. Je ne connais pas par cœur, désolé. Donc la gestion, voir la gestion future du littoral, la pertinence aussi des aménagements côtiers, voir aussi tout ce qui est gestion des enjeux à court et moyen terme. Ça, c'était quelque chose de très important. Les enjeux sont véritablement au cœur de ces problèmes d'évolution du trait de côte. Et puis tout ce qui est dynamique locale d'évolution du trait de côte. Et on peut peut-être passer la diapo suivante, qui, elle, concerne un petit peu ce qui a été fait déjà dans le cadre de ce premier... Alors le partenariat a été signé le 23 mai de cette année, et d'ores et déjà il y a un certain nombre d'actions qui ont été réalisées en termes de réalisation donc de formation des gestionnaires en particulier aux techniques de mesure sur le terrain. On a fait également donc un stage commun entre le CD29 et le laboratoire sur un inventaire en fait des techniques qui étaient mises en place dans le département du Finistère pour ce qui est de la protection du rivage contre l'érosion d'une manière générale ou contre la submersion. Un atelier d'étudiants se fait actuellement aussi un petit peu dans cette optique de la gestion du littoral. Et puis l'autre aspect, c'est le développement des connaissances pour lequel nous, de notre côté, du point de vue de la recherche en tout cas, nous montons depuis quelques années déjà notre observatoire intégré des risques côtiers, donc avec une appellation d'un projet qui s'appelle OSIRISC, et qui donc concerne l'ensemble de la Bretagne, et pour lequel en fait le département du Finistère s'est montré vivement intéressé par la démarche qui était prise en compte. On observe à la fois l'aléa, c'est-à-dire l'érosion, la submersion, tout ce qui est menacé par ces aléas, tous les moyens par lesquels on gère également ces enjeux et ces risques côtiers. Et puis on essaie de faire en sorte justement d'avoir aussi le sentiment des citoyens, des élus, des gestionnaires
par rapport à ce changement climatique, certes, mais par le biais de ces risques côtiers. Parce que s'il n'y a pas de prise de conscience, si en tout cas cet aspect-là n'est pas dans la tête des gens, eh bien finalement c'est très difficile d'implanter ou d'amener les gens à comprendre pourquoi on va dans telle ou telle direction du point de vue de la gestion du littoral. Ne serait-ce que par exemple de dire à des gens l'endroit est devenu dangereux, la meilleure solution c'est pas de mettre des enrochements et des digues de 10 mètres devant vos fenêtres, mais c'est de vous dire de délocaliser en fait cet enjeu, cette habitation, cette activité un petit peu plus loin dans un territoire qui n'est plus à risque en fait. Et ça, vous avez tous insisté là-dessus, l'importance de la pédagogie, de la sensibilisation, vraiment pour faire comprendre à tout le monde l'enjeu du dérèglement climatique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été présents avec nous aujourd'hui pour parler de climat en Bretagne, cet enjeu qui devient absolument essentiel sur le territoire. Et puis, je vous remercie également de nous avoir suivis sur l'émission Sans Transition et je vous dis à très bientôt.